Monsieur le conseiller culturel de l'ambassade du Tchad, merci de votre présence. Mesdames et messieurs, chers étudiants, c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir au nom de la bibliothèque Colliard et de souhaiter la bienvenue à notre conférencier, Benjamin Alamné-Mana. Vous êtes doctorant en droit international à l'Université de Lyon 3 et vous êtes écrivain. Vous êtes l'auteur d'un essai qui a fait du bruit, qui s'appelle « Les espoirs sombres d'une jeunesse s'éteignant » et d'un ouvrage juridique sur la coopération intra-africaine. Et donc votre conférence intitule « La place du droit dans la coopération Europe-Afrique, enjeux et perspectives ». Je vous ai entendu dire un jour, si chacun de nous n'a pas une braise à porter, nous aurons du mal à faire un feu de bois. Cette belle image me rend très impatient de vous entendre et je vous cède la parole avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci beaucoup, Pierre, qui affectueusement est également un collaborateur que j'admire beaucoup dans son travail, dans son élan d'humilité et aussi de partage du savoir. Celui grâce à qui on peut être usager de la bibliothèque Jean-Paul Colliard sans craindre les représailles. Donc merci beaucoup à Pierre pour cette aimable invitation à mon égard et à ma modeste personne. Je profite également de l'occasion pour remercier encore une fois de plus M. Souli qui est parmi nous, qui est donc le conseiller culturel à l'ambassade de la République du Tchad à Paris, qui remplace donc son Excellence M. Mesqueda, qui n'a pas pu se libérer d'autres contraintes et m'en avait informé donc hier seulement à travers la voix de son secrétaire. Ensuite, je voulais également donc porter quelques mots à l'endroit de l'audience que vous êtes, certains ayant fait des déplacements de Clermont-Ferrand, d'autres également d'Île-de-France, n'habitant pas tous à Paris, hein, on le sait très bien, et ainsi que à d'aimables collaborateurs de la bibliothèque Jean-Paul Colliard qui me font également l'honneur de prendre part à ces petites discussions qu'on va essayer d'avoir pour essayer un peu d'enrichir également notre culture. Mes pensées vont également à l'endroit des étudiants de L1 à L3 éventuellement qui sont ici au niveau du campus Colliard et peut-être aussi aux étudiants du Master 2 droits africains que j'ai eu l'occasion également de parachever ici à Paris. Donc merci à cette auguste assemblée que vous êtes. Alors effectivement, évoquer la question de la coopération ou de la place du droit dans la coopération Europe-Afrique, c'est une question assez ancienne en réalité, qui a fait l'objet de beaucoup d'écrits également, qui a aussi fait l'objet de beaucoup de critiques, qui a aussi fait l'objet de beaucoup de contestations. Mais la question fondamentale qui va nous intéresser aujourd'hui, et c'est la particularité de cette conférence, c'est justement de voir dans quelle mesure le droit est-il finalement un outil de développement ou pas, ou est-il plutôt un outil d'expansion du droit de l'Union européenne, etc. Et donc, mon propos introductif à cette conférence, évidemment, la coopération internationale est une variante des relations internationales qui a été donc adoptée par les États africains juste après les indépendances. Cette variante des relations internationales qui s'imposant naturellement aux États, et alors que vous êtes indépendant, vous ne pouvez pas vivre dans un vase clos. Il faudra donc nécessairement s'ouvrir à d'autres États. Cette coopération est régie donc par les règles de droit, et plus particulièrement le droit international public, qui permet justement d'établir, entre autres, dans une certaine mesure, une forme de prévisibilité dans les relations entre États. Donc il n'est donc pas en soi pathologique, et c'est normal de voir dans le droit international le lien qui existe entre la politique internationale et le droit. Quoique parfois, bien sûr, ce droit a souvent été taxé de très formaliste, n'ayant pas, comme disait Raymond Aron, de glaive ou de législateur au-dessus pour pouvoir sanctionner son inefficacité et son ineffectivité. Mais c'est tout de même un droit qui fait fonctionner les États, et tant qu'il y aura des États, eh bien, il y aura nécessairement de notre droit pour faire fonctionner effectivement le concert des relations internationales et des nations. Alors, vous savez peut-être aussi, le domaine de la coopération concerne une diversité et une variété de choses.
On peut coopérer dans tout, on peut coopérer dans la santé, on peut coopérer dans le cadre économique, on peut coopérer dans la dimension politique, on peut coopérer dans la dimension éducative, etc. Donc il y a une pluralité de méthodes et de diversité de coopération qui peuvent avoir lieu. Cependant, le focus sur lequel on va essayer d'accentuer cette conférence pour également être beaucoup plus cadré, ce sera donc le focus de la coopération au développement. C'est comme ça que c'est appelé dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, notamment à partir des articles 207 à 211. Donc on va parler de ce domaine de coopération au développement qui intéresse beaucoup plus l'Europe et l'Afrique. Alors, effectivement, la conceptualisation même de ce droit, de cette coopération au développement n'est pas nouveau, du moins ce n'est pas aussi trop ancien, parce que il faut savoir que c'est juste après les indépendances que les États africains ont été donc tout de suite confrontés à un défi immédiat, le défi de la mondialisation, et également de la globalisation économique. Et il fallait faire face justement à un monde qui était déjà très libéralisé. 1960, vous vous en doutez bien que l'Union européenne était déjà très en avance. Depuis 1954, il y avait déjà eu le CETA. Ensuite, on était déjà dans la communauté européenne, etc. Et donc, les États africains étaient, entre autres, nouvellement indépendants et devaient chercher nécessairement à coopérer pour avoir une forme de visibilité sur la scène internationale. Et donc, certes, le statut juridique de ce droit du développement, c'est un droit qui avait été pensé par des juristes comme Michel Virali, suite à la conférence des Nations Unies sur le commerce, la CNUCED en 1964. Michel Virali et d'autres éminents juristes avaient justement imaginé que c'était une forme de droit qui pouvait justement aider et inciter à mieux intégrer les États nouvellement indépendants dans le concert des nations et plus particulièrement dans le domaine du développement économique. Il faut quand même distinguer ce droit du développement, du droit au développement, qui lui est un droit différent, mais qui est complémentaire parce qu'il a un caractère plutôt subjectif. Le droit au développement a plutôt été pensé par des juristes sénégalais comme Kéba Baye, pour lesquels, eh bien, c'est des droits de la même génération, on est dans les années 70, mais pour lesquels, eh bien, le plus important, c'était par exemple le développement personnel, que l'homme africain, son droit à l'éducation, son droit à la santé, son droit à la vie, etc. Mais ce sera plutôt le droit du développement qui va être utilisé dans la coopération de l'Union européenne et pas le droit au développement. Le droit au développement sera intégré dans la Charte africaine des droits de l'homme, notamment au niveau de l'article 22, il fera d'ailleurs l'objet d'une affaire dans laquelle le Kenya, me semble-t-il, avait été condamné, mais on ne va pas revenir sur ça ici. Donc je vous propose un peu comme un boulanger ou quelqu'un qui va présenter une recette de cuisine. Je vais vous présenter donc un plan en 4 parties. C'est un peu le privilège qu'on a quand on est sorti des amphithéâtres de l'école de droit, de faire un plan en 4 parties et pas en 2 parties, comme on nous l'exige le plus souvent. Donc je parlerai un peu donc, du droit comme outil de développement dans l'approche de la coopération Europe-Afrique, ce dont j'ai déjà dit quelques mots, notamment coopération de développement selon le TFUE. Je parlerai ensuite du droit comme instrument de partenariat économique. Vous verrez la différence quand je vais évoquer celui-là. Et également, je parlerai en 3e partie du droit, instrument d'expansion du modèle européen, du modèle de développement européen. Et enfin, j'évoquerai quelques réflexions finales qui seront peut-être complétées également par cette auguste assemblée, que sais-je. Donc, premièrement, donc, le droit, outil de développement dans l'approche de coopération Europe-Afrique. Alors, en effet, la mondialisation des échanges étant un défi auquel le continent africain avait eu à faire face, vous vous souvenez déjà que c'est d'ailleurs Dominique Caro qui écrit dans son manuel de droit international économique. L'ordre international économique avait été conventionnellement formé à partir des années 1944. Le FMI, la Banque mondiale sont nés de là, et également le volet commercial avec l'OIC qui était finalement la charte de La Havane, était morte avant d'entrer en vigueur même de
de ces dispositifs, hein, l'Organisation internationale pour le commerce, remplacée plus tard, heureusement, en 1995, par l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Et donc, cet ordre économique qui émet les accords de Bretton Woods était un ordre auquel les États africains n'avaient pas du tout participé. Vous imaginez, le 1944, nous étions donc sous la tutelle coloniale. Et donc, il apparaissait donc très clairement que l'indépendance politique ne suffisait pas, à partir des années 60, à faire la promotion du développement économique. Les revendications vont donc être très fortes en ce moment-là, qui va donc conduire justement à la convocation en 1964 de la conférence des Nations Unies sur le commerce, l'UNICEF. Et puis plus tard, effectivement, ça va donner quand même bien de cause. Hein. Les pays en voie de développement, il n'y avait pas que les pays africains. Hein. Il y avait également le bloc caribéen et puis le bloc pacificain. Plus tard, on va donc assister aux ACP, hein, Afrique, Caraïbes, Pacifique, composés de 79 États, avec lesquels l'Union européenne va essayer de coopérer. Et donc, ils vont obtenir un ajout supplémentaire à l'accord général sur les tarifs douaniers de commerce. Donc, l'accord général, c'est le GATT de 1947, qui était un accord qui était simplement fonctionnel. Les États utilisaient une approche pratique pour essayer de commercer et de démanteler un certain nombre de barrières tarifaires en fonction des produits, qui a fonctionné jusqu'aux années 1990, avec l'arrivée au final de l'OMC. Donc ils vont obtenir ce qu'on appelle un principe de non-réciprocité suite à cette revendication au niveau de la CNUCED. Mais le problème avec le principe de non-réciprocité, c'est que ça reposait uniquement sur le partenaire à l'échange. Et là, en l'occurrence, le partenaire le plus fort, hein, celui qui a le plus un poids économique assez important. Et donc, ça n'intéressait plus finalement les États qui étaient faibles économiquement parce qu'ils n'avaient pas de force juridique particulière à opposer à celui qui ne voulait pas leur accorder ce principe de non-réciprocité. Et donc, cela va conduire des discussions. On est dans les années 1970, donc vous vous souvenez également qu'entre-temps, il y a eu le déroulement de plusieurs rounds, hein, ce qu'on appelait en anglais les rounds de la négociation commerciale. Et ça sera donc au round de 1979, hein, avec l'accord de Tokyo, le Tokyo Round. C'est à partir de ce moment-là que les États africains vont obtenir ce qui était qualifié de clause d'habilitation, hein, qui leur permettait entre-temps de pouvoir bénéficier des traitements différenciés et qui avaient maintenant une valeur juridique assez contraignante pour les États qui s'engageaient justement au regard des pays en voie de développement de leur accorder un certain nombre de concessions tarifaires. L'UE, donc l'Union européenne, va donc par la suite accorder dans le cadre de sa coopération avec les États ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, mais nous on va enlever le CP et on va s'intéresser plus à l'Afrique. Eh bien, dans le cadre de ce cadre-là, l'UE va accorder beaucoup plus de traitements qui vont être très favorables que la possibilité qu'accordait déjà la clause d'habilitation de 1979. Donc vous aviez par exemple le SPG qui faisait partie de leur régime, un système de préférence généralisé, dans lequel l'Union européenne a encore donné l'occasion d'avoir un système de préférence spécifique à certains États en tenant compte de leur niveau de développement, etc. Donc cette clause d'habilitation a quelque part fondé un peu le droit de coopération entre l'Union européenne et les États africains dans l'approche du droit comme outil de développement économique. Alors ça s'inscrit aussi naturellement dans le cadre des objectifs et de la philosophie même communautaire de l'Union européenne de quelque part de contribuer à aider donc, les États africains. Alors le volet coopération au développement, notamment vers les États ACP, est une politique communautaire qui s'est inspirée longuement des expériences acquises suite à des accords qui avaient été conclus déjà en 1963 à Yaoundé. À la base, c'était des accords qui avaient essentiellement pour objectif de promouvoir le développement, d'aider les États africains à parvenir et à réussir leur insertion
au niveau de l'économie mondiale. Donc, il y a plusieurs instruments qui vont mettre en place. Vous avez un cadre général, et puis avec des instruments. Cet accord de Yaoundé va être plus tard complété par des accords de Lomé, Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4, Lomé 4 bis, dans lequel on va arriver aux accords de Cotonou dans les années 2000, mais là, c'est le volet qui va nous chuter plutôt vers le droit du partenariat économique. Donc, quels sont les instruments qui sont mis en œuvre dans le cadre de cette logique-là? Vous avez donc des dotations financières, éventuellement, qui sont financées par le Fonds européen de développement, le FED, pour lequel les États africains devaient présenter un certain nombre de projets et qui cadraient et qui devaient s'inscrire dans des objectifs prédéfinis dans l'agenda de l'accord. Et si ça colle, généralement, on débourse les financements. Donc, vous avez des dotations financières, vous avez également des mécanismes de compensation de pertes et d'exportation, appelés le STABEX. L'idée ici, c'est que si sur les matières premières, il y a des pertes pour les États africains, faibles économiquement pour le coup, eh bien, il va y avoir une forme de compensation. Mais vous verrez plus tard, je le dirai, ces mécanismes ne vont pas réussir, parce que les années d'échec pour plusieurs raisons. Vous aviez également des mécanismes comme le SISMI qui permettaient pour le coup à des investisseurs d'avoir des garanties évidentes dans le cadre des investissements liés aux mines. Et donc l'Union européenne a des garanties dans ce cadre-là, mais également ces différents instruments ne vont pas réussir. Il y a également des concessions tarifaires par rapport à l'accès au marché de l'Union européenne qui était un accès plus favorable aux États africains, plus favorable aux PMA, en particulier, qui ne payaient aucun droit de douane, qui étaient soumis quand même à quelques petites réglementations en matière de mesures phytosanitaires, par exemple, pour contrôler si la banane que vous allez introduire n'est pas toxique, entre autres. Mais ça fait partie justement des mesures de contrôle routinières, mais qui n'ont rien à voir avec le droit de douane, qui pour le coup va vous coûter cher. Donc vous avez donc ces différents types de mesures tarifaires. Donc tout cela avait, dans les années, jusqu'à récemment, dans les années 2000, avait soulevé un grand espoir pour les États africains à partir des années 70 aux années 2000. Pourtant, au moment des différentes négociations de la Convention de Lomé, par exemple en 1964, certains ont décrié que sur 10 ans de coopération entre l'Europe et l'Afrique, eh bien, le bilan est assez mitigé, voire décevant. Alors, d'une part, et quelles ont été justement les raisons de cet échec? D'une part, les mécanismes de soutien et de stabilisation n'ont pas permis de réguler le marché de l'Union européenne, le marché de l'UE et des États africains. Et d'autre part, les politiques protectionnistes qu'introduisaient aussi entre-temps certains États européens, on est dans les années 70, ne favorisaient pas l'entrée pleine et entière sur le marché européen de certains produits commerciaux africains. Donc tout ça a été assez défavorable. Et évidemment, à la fin des années 70, on a quand même assisté à des chutes brutales, suite au choc pétrolier, etc. Et donc, comme les mécanismes de stabilisation n'étaient pas des mécanismes qui pouvaient remédier aux conséquences d'un choc pétrolier, puisqu'ils ne sont pas à la base de leur cause, eh bien, ça n'a pas du tout fonctionné lorsque il y a eu des chutes assez brutales. En termes de caractéristiques, alors si un étudiant de droit devait retenir quelques éléments par rapport à ce long développement, quelles sont donc les caractéristiques juridiques justement de ce droit à la coopération, ou de ce droit comme outil de coopération? Premièrement, c'était un droit dérogatoire à la lex mercatoria. La lex mercatoria qui est le droit des commerçants, on va dire comme ça, le droit du commerce international plus particulièrement. Donc il s'agissait d'un droit dérogatoire, puisque en l'espèce, d'après les explications, vous vous rendez compte que les États africains ou les États ACP bénéficiaient des régimes qui étaient particuliers, contrairement à d'autres États. C'était un droit spécifique également, deuxième caractéristique, c'était un droit spécifique à la coopération multilatérale entre l'Union européenne et les États d'Afrique, entre parenthèses ACP, si vous voulez.
C'était un droit également qui n'imposait pas, comme on pouvait le voir dans le cadre de l'introduction au droit des obligations fondamentales, ça n'introduisait pas les obligations synalagmatiques. C'est-à-dire que seule la partie européenne était, on va dire, redevable envers la partie africaine. Donc c'était un droit qui était asymétrique en termes d'obligations envers les parties. Et puis, bien sûr, en termes de conséquences, il n'y a pas de réciprocité ici. Mais ce système va de plus en plus tomber dans la désuétude, à partir de la fin des années 90, à cause justement des règles de l'OMC, qui vont être des règles beaucoup plus contraignantes. Article 1, traitement national, principe de la nation favorisée, etc. Ces règles-là ne vont pas justement au vent justement de cette coopération Europe-Afrique qui a commencé à décliner et qui nous fait chuter donc dans la deuxième partie de cette petite soupe que je vous ai présentée au départ, un partenariat, un droit de partenariat économique. Alors, ce basculement résulte donc de l'échec des différents mécanismes de l'OMC pour résoudre le souci de développement des États africains. Également, sur le plan juridique, ces règles constituaient donc un frein au commerce multilatéral, et pour plusieurs raisons. Donc, cela a d'ailleurs fait l'objet d'un contentieux très connu par plusieurs, l'affaire de la banane en 1996, qui avait donc conduit au Guatemala, au Honduras, les États-Unis devant l'organe de règlement des différends de l'OMC, qui contestait donc essentiellement le régime des communautés applicables à l'importation et à la vente et à la distribution des bananes. Parce que dans ce régime-là, on instaurait une forme de différenciation dans l'obtention des certificats pour exporter de la banane. Et donc ces États se sont sentis lésés en se disant mais non, vous accordez des préférences à des États africains qui ont le même poids économique que certains États de l'Amérique latine, etc. Et donc c'est discriminant, c'est dérogatoire, et ça ne convient pas aux règles du commerce multilatéral. Il va falloir changer. Et donc l'ORD leur avait justement donné raison. Il y a eu plusieurs épisodes dans ce différend que je vais vous épargner. Donc l'ORD avait donc donné raison aux plaignants en demandant justement à l'Union européenne de revoir l'ensemble de son partenariat avec les États africains, caraïbiens et pacifiques. Parce que si la clause d'habilitation de 1979 accordait la possibilité de discriminer entre pays du Nord et pays du Sud, c'est-à-dire pays développés et pays en voie de développement, eh bien ça ne saurait constituer une forme de discrimination à l'égard des pays sud-sud, qui avaient les mêmes poids économiques. Donc l'Union européenne devait choisir entre tout. C'est ainsi que le droit comme outil de développement, expliqué, est devenu finalement le droit comme instrument de partenariat. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui a changé concrètement dans le fond? Eh bien, ce partenariat résulte de l'accord de Cotonou de 2000, qui met donc en place plus maintenant un régime dérogatoire asymétrique, mais qui met en place un véritable partenariat, une obligation contractuelle synalagmatique avec tous les autres effets juridiques qui vont avec. Et donc ce partenariat va laisser apparaître clairement une dimension commerciale. On est dans le business maintenant, on va laisser libre cours à la lex mercatoria s'appliquer dans son plein et entier effet. L'article 35, par exemple, alinéa 2, que je vais vous le lire, le dit plus bien. Une coopération donc économique et commerciale fondée sur les initiatives d'intégration régionale des États africains, caraïbes et pacificains, considérant que l'intégration régionale est un instrument clé de leur intégration au niveau mondial. Alors ça a deux volets. Le premier volet, c'est qu'on comprend justement que la terminologie a changé au fil des années. On est maintenant en 2000, donc on est dans le partenariat économique et plus dans l'aide au développement. Et deuxièmement, c'est qu'on va maintenant plus se baser sur les initiatives d'intégration régionale qui existent déjà. C'est un peu ça l'idée derrière l'Union européenne. Et l'accord insiste d'ailleurs de manière assez précise en disant que les initiatives d'intégration régionale vont être les moyens par lesquels les États africains peuvent accéder à leur intégration au sein de l'économie mondiale.
Alors, ce qui laisse donc voir justement qu'il y a une régression de la dimension du développement et que ces accords n'allaient plus véritablement favoriser un partenariat asymétrique entre les parties. Mais ce nouveau système, qui comporte des obligations réciproques, n'a pas véritablement été très accepté dans son ensemble. Il y a eu beaucoup de contestations, de discussions de 2000 à 2014, il n'y a eu que quelques États qui se sont engagés. En Afrique centrale, c'est uniquement le Cameroun qui l'a ratifié. En Afrique de l'Ouest, vous avez la Côte d'Ivoire, le Ghana qui s'y sont engagés. Au niveau de la East African Community, il y a eu plutôt un bon consensus au niveau régional, et donc certains États, comme le Rwanda, qui étaient des leaders, ont quand même essayé de signer quelques accords de partenariat économique avec l'Union européenne, mais cela n'est pas suffisant pour dire que ça a été une réussite. D'ailleurs, dans le livre vert, du fonctionnement de l'Union européenne, le livre vert, la Commission a d'ailleurs décrit l'état dans lequel ce partenariat se retrouvait, parce que pour le coup, ça n'arrangeait pas les États africains. Et d'un autre point de vue aussi, ce partenariat posait même des questions d'ordre juridique sur la possibilité qu'avaient, par exemple, les communautés économiques régionales de pouvoir conclure un accord avec l'Union européenne. Est-ce qu'en partant de manière groupée, ça va être plus intéressant? Est-ce qu'en faisant cavalier seul et de manière individuelle, comme l'a fait le Cameroun, est-ce que ça va être intéressant, etc. Donc ce nouveau système finalement de droit au partenariat économique est un système qui est très contesté et qui est toujours en cours de contestation et qui entre autres fait l'objet de mes réflexions dans le cadre de ma thèse, mais là c'est une parenthèse que je n'ouvrirai pas ici. Ensuite, en grand 3, que je vous propose par rapport au déroulement de ce plan, eh bien, le droit a été également utilisé comme un instrument d'influence. C'est l'une des caractéristiques de l'expansion juridique de l'Union européenne, de son modèle d'intégration réussi, de son bling-bling, on va dire comme ça, pour être plus familier. Et donc, troisième partie, le droit, un instrument d'expansion du modèle européen de développement plus précisément pour les États africains. Alors, un ami que je connais d'ailleurs assez bien, le docteur Abdoulaye Sow, a écrit une thèse qui s'intitule, il l'a soutenue l'année dernière, qui s'intitule « L'influence de l'Union européenne dans le processus des intégrations régionales en Afrique de l'Ouest ». Alors, il souligne dans sa thèse que cette influence a eu lieu de deux manières. Il a parlé d'une influence exercée et également il a parlé d'une influence nuancée. Alors, sur l'idée de l'influence exercée, celle-ci résulte premièrement du fait qu'il y a déjà des soubassements en termes de communautés régionales pendant la colonisation. Donc, vous vous souvenez qu'en 1920, la France avait créé par exemple l'AEF, l'Afrique équatoriale française, ou encore l'AOF, l'Afrique occidentale française. Et ces différents groupements régionaux qui étaient à l'époque servaient pour le coup à la métropole dans le cadre de la direction des affaires d'outre-mer, on va dire comme ça, eh bien, ces initiatives d'intégration régionale sont restées quand même des éléments déterminants dans la refondation nouvelle qu'il va y avoir dans le cadre de la coopération Europe-Afrique. Ensuite, donc pour l'AEF, pour ne pas oublier, pour l'AEF par exemple, ça a débouché sur des communautés comme la CEMAC. La CEMAC, c'est l'ancienne AEF, avec quelques modifications assez minimes. Et puis vous aviez l'UEMOA ou le CEDEAO également au niveau de l'Afrique occidentale. Ensuite, l'autre élément qui permet justement de déterminer cette influence exercée de l'Union européenne et de son modèle attractif, c'est également l'appui que l'Union européenne accorde aux initiatives d'intégration régionale. Oui, l'Union européenne donne beaucoup d'argent aux initiatives d'intégration régionale. Les commissions des différentes communautés économiques régionales, CEMAC, CEDEAO, UEMOA, en général, bénéficient d'un certain nombre de soutiens dans le cadre, que ce soit des initiatives sur le plan technique ou que ce soit des initiatives sur le plan purement financier. Donc cela constitue également un levier de la politique internationale.
et qui permet justement l'expansion du modèle européen comme étant un modèle imitable, praticable, du moins à un certain niveau. Et cela va également se refléter sur le plan institutionnel. Donc, lorsque vous prenez donc, les traités constitutifs d'un certain nombre d'organisations régionales africaines, vous verrez qu'il y a parfois expressis verbis, c'est-à-dire mot à mot, les reprises des intitulés par rapport à l'organigramme ou par rapport également à des normes juridiques qui peuvent exister dans le traité constitutif. Donc, au niveau de l'organigramme, vous aviez des compositions classiques comme le Conseil des ministres, le Conseil des ministres au commerce, la grande conférence des chefs d'État, etc., qui sont des reprises sur le plan institutionnel assez intéressantes et qui démontrent justement le caractère expansif de ce droit de l'Union européenne. Et aussi, bien sûr, la tendance donc, est naturelle. L'Union européenne est un modèle réussi, comme je l'ai dit, et naturellement, son influence est attractive pour les États africains. Qui plus est, la plupart d'entre eux ont été largement influencés, inspirés même par ces derniers. Toutefois, cette particularité est à nuancer, puisque les contextes sont assez différents quand même, et les réalités ne sont pas les mêmes. Donc ça me fait déboucher à une petite sous-partie que je n'avais pas mentionnée, mais vous l'aurez compris, une influence nuancée. Puisque j'avais parlé de l'influence exercée, maintenant je vais parler de l'influence nuancée. Alors, sur le plan contextuel, l'Union européenne, dont l'ancêtre c'était la CECA, communauté de charbon, était essentiellement née pour éviter la guerre. Les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale ont conduit justement à une forme d'union pour essayer d'éviter la guerre, donc il fallait à tout prix éviter qu'une seconde guerre se déroule en Europe, tandis que les initiatives d'intégration régionale africaine ont plutôt été dans une philosophie de développement. Nous venons d'être indépendants, on veut se développer, il faut que sur le plan philosophique, on arrive à s'unir. Je me rappellerai d'ailleurs les chantres de ces différentes clameurs à l'unité qu'on croit le combat. Vous avez eu les débats entre l'école de Moravia et l'école de Casa, plutôt négociés, entre autres. Donc ça a fait justement l'objet de débats philosophiques, de discussions qui ont conduit d'ailleurs à la naissance en 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine, de l'Union africaine, à partir des années 2000. Donc sur le plan contextuel, déjà, il faut nuancer parce que les deux initiatives ne sont pas les mêmes, les réalités qui ont conduit les deux ne sont pas les mêmes. Ensuite, il faut aussi savoir, l'autre réalité, c'est que les modèles d'intégration des pays développés sont difficilement imitables. On peut les imiter sur le plan institutionnel, on peut les imiter sur le plan du mode de fonctionnement, etc. Mais il est difficile d'imiter ces types de modèles pour qu'elles fonctionnent véritablement parce que les réalités sont différentes. Alors pourquoi? Parce que déjà l'Union européenne est quand même née sur la base des États-nations qui fonctionnaient, qui avaient une économie relativement avancée, etc. Et donc on a quand même commencé avec quelque chose d'intéressant. Par contre, les initiatives d'intégration régionale africaine ont directement commencé avec les indépendances. C'est-à-dire, dès qu'on est indépendant et qu'on n'a pas encore une maîtrise de sa politique intérieure, on n'a pas encore une maîtrise de son économie, eh bien, on s'unit directement. Donc, vous sentez qu'il y a déjà à la base une forme de fragilité dans ces initiatives d'intégration régionale, qui explique d'ailleurs en partie le caractère lent et parfois nonchalant, et qui décourage également beaucoup d'Africains qui mettent leur espoir dans ces institutions, quelquefois. Et donc, les initiatives, l'autre problème également que je souligne, entre autres, c'est que finalement, on va faire reposer le développement des États-nations, c'est-à-dire des États-nations africaines, sur les initiatives d'intégration régionale, en espérant que l'intégration régionale va combler les lacunes du développement national, ce qui est quand même très très difficile à prouver et à expliquer. C'est vrai que d'un point de vue de libre circulation, vous
savez, le passeport CEDEAO, le passeport SEMAC dernièrement, etc. Vous pouvez circuler, vous pouvez aller d'un pays A à un pays B, etc. Mais sur le plan plus concret et sur la vocation originelle de ces organisations d'intégration régionale, il y a toujours de la difficulté justement à exprimer sur le plan économique ce qui en sort. Quand on voit les tarifs douaniers qui sont applicables à la CEMAC, parfois c'est beaucoup plus exorbitant que certains tarifs douaniers que l'Union européenne applique. Donc toutes ces disparités sur le plan fonctionnel font que justement l'imitation du modèle européen n'est pas complètement acquise. Et cela justement me conduit donc à faire une digression finale, on va dire comme ça entre autres. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Je me suis promis d'être assez synthétique et de soulever plutôt des questions de réflexion pour qu'il y ait peut-être des discussions à la suite. C'est déjà assez frustrant et un peu bizarre pour moi d'être seul avec toute cette table assez longue, entre autres. Et donc, je compte effectivement sur la participation de chacun. Et donc, quelques réflexions finales comme dernière partie, une partie qu'il faut souligner. Donc, alors, le droit en tant qu'instrument de régulation ne peut donc avoir de sens que si les conditions de l'engagement sont respectées par les différents partenaires, que ce soit les partenaires européens ou les partenaires africains. Également, il faut mettre l'accent aussi sur le fait que les initiatives d'intégration régionale doivent être regardées de manière totale. Le professeur Alioune Sall, à qui j'ai d'ailleurs posé la question, puisque c'est quand même l'un des professeurs qui a beaucoup également étudié la question des initiatives d'intégration régionale, disait qu'il faut tout casser. Alors, je ne sais pas s'il l'a dit au chef d'État, bon, mais il disait qu'il faut tout casser. Donc, est-ce qu'il faudra prendre le pas en disant que nous, il faut également tout casser pour que les initiatives refonctionnent à nouveau, ou s'il faut remodeler, j'ignore en tout cas pour l'instant, quel sera donc le meilleur modèle qui permettra d'impulser donc un bon développement. Et également, les partenaires africains doivent donc repenser leur propre modèle de développement. C'est aussi l'une des questions plus ou moins philosophiques qui reste toujours en débat et en discussion. J'ai souvent eu cette discussion à la partie avec quelques collègues doctorants également. Quel type de modèle de développement pour l'Afrique? Ça reste effectivement une grande interrogation. Et donc arriver justement à renforcer une coopération intra-africaine qui serait beaucoup plus bénéfique pour les États africains et qui nous permettrait entre autres d'avoir un poids important sur les enjeux du développement économique international. Parce que sur la scène internationale, effectivement, il faut avoir du poids pour être entendu. Donc, sur la question de la coopération intra-africaine, par exemple, dans mon analyse par rapport à la zone de libre-échange continentale africaine, ouvrage qui est disponible aux éditions L'Harmattan, que je recommande à ceux qui le souhaitent, eh bien, j'évoque également le caractère ambitieux de l'accord. Et bien sûr, je reprends un peu de recul dans l'analyse que j'ai eu à faire, peut-être cela déjà 2 ans. Donc la connaissance évolue et la science évolue avec, donc les choses deviennent de plus en plus différentes, mais il est important et impératif pour ma part que les États africains, avant de développer des initiatives de coopération plus avancées avec les États, pas que européens, vous avez également d'autres dominants qui arrivent sur le continent, la Chine, etc., eh bien, arrivent à consolider un partenariat intra-africain beaucoup plus solide qui permet justement aux initiatives d'intégration régionale de prendre de l'envol et d'être des porteurs d'espérance des États africains. Et dans ça, effectivement, le rôle du droit est certes important, mais cette place du droit ne peut être véritablement consolidée qu'avec une volonté politique réelle et des acteurs qui justement travaillent au jour le jour pour y arriver. Donc voilà, c'était un peu quelques idées de réflexion que j'ai essayé de soulever par-ci par-là, une vingtaine de minutes de discussion. Et je laisse la parole pour les compléments, des questions également. Et bien sûr, le débat est ouvert. Et merci pour votre aimable attention
qui me fortifient et me permettent de dire quelques mots encore. Vous parliez de besoin de réformes. Est-ce que vous seriez au courant de certaines réformes qui auraient été entreprises, des discussions entre plusieurs États africains, ou même des discussions entre doctorants qui pourraient porter leurs fruits dans, disons, une vingtaine d'années, une dizaine d'années? Merci. Qui pose la question? Moi, ici. Déclinez votre identité. Noah Cissé. Laure. Noah. Ouais. Merci Noah. On procédera peut-être par série de 3. C'est la tradition que je connais, donc on va la faire. Zamedoune Mahamad. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, si vous connaissez ou si vous avez, à partir de vos différentes expériences et des entretiens que vous avez pu avoir aussi bien avec les doctorants qu'avec les responsables politiques et économiques africains, est-ce que vous connaissez l'histoire d'une institution africaine qui fonctionne à peu près correctement et qui s'autofinance elle-même? Et à partir de là, vous avez parlé, n'est-ce pas, d'accords plus ou moins léonins, ce qui fait que, est-ce qu'on peut envisager, sans une refonte complète de ces multiples institutions sous-régionales qui parfois se chevauchent, qui parfois sont en concurrence, est-ce qu'on peut, sans, n'est-ce pas, qu'il y ait une refondation, une refonte totale, espérer et voir ce continent-là se développer à la fois sur le plan économique, sur le plan de l'intégration politique, parce que même l'Union africaine se fait le plus souvent financer par l'Union européenne. Alors, ça devient un peu, comment vous dire ça, compliqué. Merci. Merci beaucoup, cher Aîné Zang. Merci pour la présence. Là, vous citez également professeur, donc merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais m'adresser à M. Benjamin en lui posant la question de, quand on parle de la place du droit dans la coopération Europe-Afrique en jeu perspective, que dire de Luanda, qui est sur le continent africain le meilleur exemple d'intégration juridique, et quel est son rôle dans déjà la mise en place d'un système juridique favorable aux investissements européens en Afrique, et aussi pour une meilleure coopération intra-africaine, pourra contribuer aussi à une meilleure coopération Europe-Afrique. Parce que je n'ai pas eu beaucoup d'éléments concernant le Rwanda. Qu'en est-il vraiment? Merci. C'est Vivien qui pose la question. Merci beaucoup, cher Vivien. Merci. Alors, donc, oui, donc j'ai atteint le quota des 3 questions selon la tradition que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, on suit les règles. Alors, besoin de réformes, quelles sont-elles? Est-ce que j'ai des idées de réformes ou aurais-je pu en discuter avec certains doctorants dans le cadre des réformes qu'il faut donc faire pour que les choses fonctionnent correctement au niveau de l'Afrique? Alors, oui, dans une certaine mesure, il y a eu des discussions et si vous voulez, le grand nœud du problème au niveau de l'Afrique, c'est que sur le plan institutionnel, et le professeur Zang l'avait également souligné, on a à peu près 14 communautés d'économie d'intégration régionale actuellement en cours sur le continent africain, sans compter des initiatives temporaires de coopération que les États eux-mêmes, de manière unilatérale, peuvent prendre parce qu'ils sont souverains. Et donc, ça complique déjà même l'application des normes juridiques au sein des différents espaces d'économie régionale.
J'avais même posé la question une fois, par exemple, si un contentieux advenait sur la non-application du principe de traitement national dans l'espace CEDEAO, quelles règles seraient appliquées? Est-ce que c'est la règle de l'UMOA? Est-ce que c'est la règle de la CEDEAO? Je n'ai pas eu de réponse. La seule chose qu'on m'a dite, c'est que potentiellement, et en général, quand des problèmes comme ça adviennent, des experts se réunissent et trouvent des solutions à l'amiable. Bon, là, visiblement, ces traditions continuent toujours à s'appliquer même dans les institutions d'intégration régionale. Donc c'est pour vous dire qu'il y a ce défi-là déjà par rapport à l'incohérence qui existe dans les initiatives d'intégration régionale au niveau de l'Afrique. Et également, deuxièmement, ces initiatives n'ont pas aussi suffisamment les moyens pour s'autofinancer. Le problème a d'ailleurs tout à l'heure été souligné, l'Union africaine, la grande organisation panafricaine, elle-même est financée quasiment à hauteur de 60 ou je sais plus, 70% par l'Union européenne, une partie, et le siège qui est à Addis Abeba est un siège qui a été octroyé gratuitement par la Chine. Donc vous imaginez dans quel point ces organisations n'ont pas une forme d'autonomie dans le cadre de leur fonctionnement. Donc le problème que vous soulignez, il est double. On peut engager des réformes sur le plan institutionnel, il y a beaucoup de réformes qui se font. Les discussions, si vous allez sur la page de l'Union africaine, et plus particulièrement sur la page de la Commission du droit international de l'Union africaine, dirigée par la professeure Adia Gerlich, qui fait d'ailleurs régulièrement des publications, vous verrez qu'il y a pas mal d'initiatives de réformes qui se font, que ce soit sur des questions en matière de droits de l'homme, etc. Mais le véritable souci reste les moyens également pour pouvoir arriver à financer ces différentes réformes. C'est beau d'arriver à faire des textes, mais qu'en est-il de leur applicabilité? L'exemple d'ailleurs le plus palpant, c'est la zone de libre-échange continentale africaine, qui certes faisait déjà partie du projet d'Abuja de 1991, mais qui va être réactivé plus tard en 2012. Alors sur la base de plusieurs considérations, en estimant d'une part que les États africains n'ont pas suffisamment commercé entre eux, c'est les analyses économiques qui le disent, nous n'avons que 16% à peu près de l'échange qui se fait au niveau du continent, contre 40, 50, 60% avec l'Union européenne par exemple, et sans compter la Chine, etc. Donc ces initiatives qui viennent ne favorisent certainement pas le développement des communautés économiques régionales qui, elles, si elles veulent accomplir leur objectif, reposent essentiellement sur un développement plus national. Et là, je vais dépasser le cadre du droit pour également embraser un peu l'aspect économique, c'est-à-dire que si vous mettez en place des cadres pour commercer entre vous et que vous n'avez pas des produits manufacturés, qu'allez-vous vendre? Vous voyez, c'est ça l'une des questions également qu'il faut se poser. Donc nous, en tant que juristes, on peut très bien ramener des très belles réformes en disant que tenez, vous allez appliquer tel principe, telle règle par rapport à tel ou tel produit, mais qui va commercer quoi? Et c'est l'une des questions également qui se pose actuellement, par exemple, sur le projet de la ZLECAf, qui est un projet ambitieux, dont moi-même j'en suis quelque part au chantre, parce que j'ai fait plusieurs conférences sur la ZLECAf, mais il faut également, en tant que chercheur, avoir un regard critique sur l'objet qui est effectivement votre étude. Donc l'autre problème de la ZLECAf, c'est également ça. Il faut par exemple mettre dans son traité sur l'enrichissement des nations, réfléchir sur l'idée, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi telle nation se développe et pas telle autre? Quelle en est la cause? Et finalement, il est arrivé à dire que il a constaté auprès des nations développées qu'il y a ce qu'on appelle la spécialisation, la division du travail, qui permettait justement à quelqu'un d'arriver à se spécialiser pour fonctionner sur une tâche précise, et par l'effet entraînant de la spécialisation, la production du même pain, il était écossais, donc il observait les boulangers d'à côté, entre parenthèses, et donc la production pouvait donc se multiplier et permettait justement à les individus de ne pas s'éparpiller sur des tâches multiformes et d'avoir une forme de spécialisation et de s'enrichir tout en étant à l'aise. D'ailleurs, c'était un peu la question philosophique qu'Adam Smith se posait. Il disait, il y a des nations qui s'enrichissent et qui constatent que ces nations travaillent peu,
contrairement à d'autres qui sont pauvres, mais qui ont l'impression qu'elles travaillent beaucoup. Et donc, il est arrivé justement à cette question de spécialisation, et dans le cadre, par exemple, de la mise en œuvre de la zone de libre-échange, moi, ce que je proposerais, ce n'est pas d'une réforme encore de ce système, quoique je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de principes, même sur les objectifs spécifiques de cet accord, etc. Mais ça serait, par exemple, de mettre en place des dispositifs qui permettent aux États africains d'arriver à se spécialiser. Appliquer, par exemple, le principe de la spécialisation, pourquoi pas, ça peut faire l'objet des négociations de la DDCAF les permettant. Et s'il y a l'État A de se spécialiser sur les bœufs, l'État B de se spécialiser sur les œufs, l'État C de se spécialiser sur la banane, l'État D de se spécialiser sur la production agricole pour, je ne sais pas moi, le maïs. Et donc, ça va permettre justement de favoriser ce qu'on appelle les échanges intra-africains. Et à côté de cela, de cette idée économique, il va falloir ajouter également des idées par rapport à l'infrastructure routière, etc. Qu'est-ce que N'Djamena va commercer avec Antananarive? Par quelle voie allons-nous partir jusqu'aux îles, etc. Donc il faut également penser, dans le cadre de ce type d'initiative, aux problématiques qui sont beaucoup plus pratiques et pas que institutionnelles. Donc oui, il y a des idées de réforme, elles sont tout le temps proposées au sein de la Commission, par exemple, de l'Union africaine pour le droit international. Les juristes au sein des différentes communautés économiques régionales, malheureusement, ne font pas du droit économique. Ils font des droits de l'homme. Je suis désolé de le dire. La CEDEAO, vous prenez depuis 1975, la CEDEAO, je n'ai pas, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, des contentieux qui relèveraient des aspects purement économiques du traité qui a été conclu pour des fins économiques. Alors qu'on a une pluralité de jurisprudence en matière des droits de l'homme qui font que finalement, on a même, moi personnellement, lorsqu'on parle de la CEDEAO, j'entends droits de l'homme, je n'entends pas communauté économique régionale, vous voyez ce que je veux dire. Donc, toutes ces problématiques d'ordre fonctionnel font que finalement, les États africains, on arrivera justement, peu importe les réformes, aussi brillantes soient-elles, à les impulser, à les implémenter dans la vie réelle des populations. Alors je crois que cette question envoie d'ailleurs sur le pas sur celle qui avait été posée par mon cher aîné Zhang, professeur Zhang, sur justement, y a-t-il une institution en Afrique qui fonctionne correctement? Alors on peut dire, sur le plan ordinaire, qu'il y a un fonctionnement, que celui d'un secrétariat, il y a des commissions, il y a des comités qui sont mis en place. Donc un fonctionnement ordinaire, oui. Maintenant, fonctionnement correct, c'est une autre question à laquelle vous y avez également donné déjà une partie de la réponse, puisque évidemment, quand on ne s'autofinance pas, on n'a pas nécessairement les moyens de prendre toutes les décisions politiques nécessaires. J'ai souligné dans mon exposé, par exemple, que l'Union européenne accorde beaucoup de fonds aux initiatives d'intégration régionale. Et donc, il y a des financements extérieurs qui viennent de la part de l'Union européenne, des financements extérieurs qui viennent de la part des bailleurs de fonds de Chine, etc. À ma connaissance, je dirais par exemple que la East African Community fonctionne. Alors, je ne vous dirai pas est-ce qu'elle fonctionne parce qu'elle est financée de l'extérieur, mais je dirais qu'elle fonctionne nettement mieux par rapport aux autres communautés économiques régionales que moi j'ai pu étudier jusqu'à maintenant. La CENSAD, oublions-la. La SADC, c'est une autre affaire avec le Zimbabwe, heureusement que Robert Mugabe n'y est plus, etc. Mais au niveau de la East African Community, on sent quand même que la dynamique qui est impulsée par le Rwanda et le Kenya, du moins à l'échelle de ces 2 dernières années, a permis d'arriver par exemple à conclure un accord de partenariat économique complet avec l'Union européenne. Je pense que c'est l'un des rares cas sous le régime de Cotonou à avoir conclu un accord dit complet dans le sens où ça respecte les dispositions de l'article 35 paragraphe 2 de l'accord de Cotonou que j'avais évoqué tout à l'heure, qui disposait que la communauté, dans le cadre de ces accords de partenariat économique, va se fonder sur les initiatives d'intégration régionale, et la East African Community était l'une des rares communautés, par la force du leadership rwandais et kenyan, à avoir conclu un type d'accord pareil.
Et c'est l'une des communautés, je suis allé vérifier même leur grille de tarification par rapport à l'application du tarif extérieur commun qui fait partie des éléments importants dans le cadre des initiatives d'intégration régionale, puisque si vous n'appliquez pas le tarif extérieur commun et que vous appelez simplement CEMAC, ce n'est pas non plus quelque chose d'assez correct. Donc, dans le cadre de ces initiatives-là, par exemple, l'East African Community applique normalement son tarif extérieur commun. Et c'est des tarifications qui sont assez accessibles pour ceux qui sont curieux et qui s'intéressent aux initiatives d'intégration régionale. Vous pouvez aller regarder sur leur site. Et donc, c'est, à mon sens, jusqu'à aujourd'hui, professeur Lang, c'est quand même l'initiative que je peux vous dire qui fonctionne correctement. Maintenant, sur la question de son financement, là, je ne peux m'y prononcer. Ensuite, la dernière question, donc, je suis sur mon cher camarade Vivien, avec qui nous avions parcouru le master de droits africains ensemble. Eh bien, l'OALA, quel est son rôle dans le cadre ou bien de la place du droit, si j'ai bien compris votre question, quel est son rôle? Alors, l'OALA, c'est quand même l'organisation qui, sur le plan juridique, est la plus intéressante. Voilà. Elle est la plus intéressante parce que, pour le coup, on se rend quand même compte que dans l'OALA, il y a très peu de questions politiques qui s'y mêlent. Donc, les gens vont créer pour des hommes d'affaires, pour des investisseurs, etc. Et donc, c'est un espace de droit où, véritablement, on sent qu'il y a l'application du droit. Peut-être ce qu'on peut tirer comme leçon, pas de place de droit en particulier, mais peut-être qu'on peut tirer de leçon de la part de l'OALA, c'est justement son dynamisme juridique à produire des normes. Et je pense qu'elle fonctionne mieux parce que justement, elle a une approche pragmatique du droit et pas une approche politique du droit. Et ça, je pense que c'est peut-être le caractère intéressant que l'on peut tirer de l'OALA. Et l'OALA qui est d'ailleurs convoité, hein, il y a des pays de l'Union européenne qui me trouvent intéressante. Hein. La chancelière Angela Merkel ne s'en cache pas. Donc, quand elle fait référence parfois à l'OALA comme étant l'une des initiatives d'intégration juridique en Afrique la plus riche, parce que c'est basé sur les questions d'affaires, c'est basé sur du droit pragmatique qui permet aux commerçants, aux individus d'aller commercer. Donc oui, on peut s'inspirer de l'OALA dans son approche pragmatique pour justement réformer certaines initiatives d'intégration régionale. C'est possible, donc j'ai essayé de répondre aux différentes questions. On passera donc aux deuxième phase. Bonjour tout le monde, bonjour Benjamin. Bonjour. Je suis Brahima Diallo, juriste en droit international économique. J'ai une question qui part d'un constat. Le fait pour l'Union européenne de vouloir modeler son partenaire ou ses partenaires africains à son image, en leur imposant des conditionnalités juridiques et politiques, n'est-ce pas une forme de néocolonialisme qui conduit de nos jours certains pays africains à se tourner vers la Chine, vers la Russie ou vers d'autres pays du Golfe? Et je voulais juste savoir, est-ce que le droit proprement dit, est-ce que le droit proprement dit a aujourd'hui une place dans le partenariat Europe-Afrique? Je dis cela parce que le libéralisme prend de plus en plus de place dans le monde et ça change un peu les rapports interétatiques, voire même les rapports transnationaux. Merci. Merci beaucoup, cher Ibrahim. Bonjour Benjamin, c'est Moudalba Ibrahim. Voilà, je ne suis pas crédible de prendre la parole parce que je suis arrivé à 2 minutes de la fin de votre exposé. Mais cependant, avec les questions et réponses, et en plus le thème de votre conférence qui m'a été communiqué, ça fait déjà un moment, j'ai une question à vous poser. Vous analysez une coopération entre l'Europe et l'Afrique
au regard du droit. S'agit-il de quel droit? C'est ça mon problème en fait. S'agit-il de quel droit? Et en même temps, à travers vos analyses, il semble que les organisations africaines rencontrent des difficultés ou bien ne marchent pas bien. Et tout cela, c'est parce qu'il y a un droit qui leur est, je ne sais pas, imposé presque, et qui, à mon sens, pose un problème aujourd'hui à l'Afrique. Donc, s'agit-il de quel droit? Est-ce qu'il n'est pas temps de trouver un droit africain, au propre sens du terme? Je vous remercie. Merci. On va la troisième et la dernière question pour ce deuxième round. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Je m'appelle Michel. Et donc ma question elle portait beaucoup plus sur la partie perspective, pour rebondir un peu ce qui a été dit avant. On voit que là on approche bientôt un an de la guerre russo-ukrainienne. Et donc ça a mis entre guillemets en exergue pas la fragilité du continent africain dans son développement, mais aussi quelle était la nécessité pour les Africains de trouver des partenaires avec qui ils pouvaient avoir une vision commune. Et donc par rapport à ça, c'est pour savoir, concernant les perspectives, quels sont-ils? Est-ce que sur le long terme, la coopération Europe-Afrique va-t-elle tenir ou d'autres partenaires vont prendre la place? Et si c'est le cas, comment l'Afrique peut-elle tirer son épingle du jeu dans le temps? Puisqu'on a pu le voir par les nombreux échecs qui sont passés avec les accords de Yaoundé, de Lomé 1 à 4 bis et de Cotonou. Comment l'Afrique doit-elle se positionner donc pour pouvoir tirer un meilleur parti de ces accords à venir? Merci beaucoup pour ce deuxième round, ainsi que les questions qui ont été d'ailleurs assez pertinentes. Donc on bouge un peu, on me bouscule du volet droit en faisant un peu sortir pour entrer un peu dans la science politique, etc. Et donc oui, la première question donc, portant sur justement ce vouloir de l'Union européenne de modéliser finalement l'ensemble des initiatives d'intégration régionale africaine. Est-ce que ce n'est pas une forme de néocolonialisme? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le droit en lui-même a-t-il une véritable place dans le cadre de cette coopération? Alors, si je vous réponds oui, ça serait donc trop facile. Et vous êtes bien placé, chérie Marie, pour me le dire. Et donc, il va falloir procéder effectivement par les raisonnements qui soient un peu plus cohérents. Donc, est-ce une forme de néocolonialisme? Alors, tout dépend de la perspective et du point de vue dans lequel celui qui le dit se situe. Évidemment, on a quand même décrit pas mal de formes de néocolonialisme juste après les indépendances, et même pendant la lutte des indépendances. Cette obsession à vouloir garder toujours la mainmise sur l'ancienne colonie. Évidemment, on sait que des États comme la Guinée, qui ont claqué la porte dès 1958, ne sont pas restés. Voilà, ils ont subi pas mal de répression au niveau extérieur, qui a bloqué même un certain nombre de financements et même à ramasser des ordinateurs et des téléphones de l'administration coloniale en Guinée, etc. J'en ai suivi un peu de reportage et ça m'a fait marrer. Et donc, oui, dans tous les cas, le désir d'impérialisme et d'expansion, il est là. Il est là dans les relations internationales. Il faut adopter une approche réaliste. Il ne faut pas être naïf et dupe. Et donc, l'approche réaliste qui consiste justement au rapport de puissance entre les différents systèmes. Et si vous voulez, si l'Union européenne a procédé, par exemple, à plusieurs accords Lomé, Cotonou, Yaoundé, ce n'est pas pour le beaux yeux des États de la CP. Ça fait quand même 79. Si vous prenez 79 plus l'ensemble des États européens et que vous les mettez au niveau de l'OMC, vous savez, la méthode de vote au sein de l'OMC en termes d'adoption d'un accord à la majorité permet justement d'avoir un poids en termes de négociation internationale, un poids en termes de diplomatie internationale et sur le plan géopolitique. C'est des éléments assez stratégiques intéressants. Et puis ensuite, lorsque l'Union européenne finance également un certain nombre d'initiatives d'intégration régionale, en les modélisant quelque part à son image, donc on vous l'avait dit,
cela permet également d'arriver à une forme de développement plus inclusif entre elle et les États, et donc ne plus perdre son intérêt. Et d'ailleurs, dans les accords de Cotonou, c'est écrit noir sur blanc, l'Union européenne a l'objectif et l'intention d'arriver à terme, dans l'application de ces accords de 2000 à 2020, c'était l'échéance qui avait été fixée, d'arriver à terme de fusionner les initiatives régionales des États ACP avec l'Union européenne. Alors elle est dans une logique qui est normale, dont tout État peut sembler effectivement l'adopter, parce que je le disais, il faut être réaliste dans l'approche que l'on adopte dans les relations internationales. Et donc oui, les intérêts de l'Union européenne, dans le cadre des négociations, vont entre autres primer sur les intérêts africains. Et il faut plutôt donc regarder, moi je mets toujours le viseur sur les États africains eux-mêmes. Il faudrait regarder également du côté des États africains. C'est trop facile de jeter de l'eau propre sur l'autre en disant bah, tenez, depuis 1960, voilà, c'est vous avez débarqué chez nous au 19e siècle, et ensuite vous y êtes resté jusqu'au 20e, et puis par la suite, aujourd'hui, vous y êtes encore alors qu'on est au 21e siècle, et qu'on se rend compte également des incohérences en matière de gouvernance au sein même des États africains. C'est trop facile d'arriver à une conclusion aussi pareille. Donc il va falloir effectivement revoir également le rétroviseur sur également les États africains eux-mêmes, qui parfois, dans le cadre des fonds d'investissement, etc., n'ont pas également été très honnêtes. Voilà, on pourrait dire comme ça. Donc oui, forme de néocolonialisme dans la mesure où les intérêts, effectivement, les partenaires vont toujours primer, c'est les relations internationales, il n'y a pas de sentiment et d'émotion qui comptent, c'est les intérêts qui priment. Les États africains l'auraient fait pareil, hein, si elles avaient le moyens économiques de le faire. Et également, le droit, est-ce qu'il a toujours une véritable place? Oui, alors le droit a toujours une véritable place, mais on ne sait justement pas comment définir le droit. Et ça va être la réponse à la dernière question qui a été posée par mon cher aîné, M. Mougabaye. Donc oui, le droit a toujours sa place. Tant qu'il y aura des États, il y aura toujours du droit, parce que le droit permet de formaliser un certain nombre d'aspirations. Maintenant, permettez-moi également de reprendre une citation des politologues qui dit souvent que le droit n'est qu'un carcan dont le contenu est déterminé par les sciences politiques. Il dit qu'on utilise le droit à des fins stratégiques, géopolitiques, etc. Et je l'ai dit, par exemple, dans le cadre des accords avec l'Union européenne et de cette grande coopération étendue, il y a une inspiration de manière institutionnelle, inspiration au niveau des normes, et évidemment, l'Union européenne dit c'est super bien, vos initiatives d'intégration régionale à mon image, il faut les faire, ça vous permet justement d'atteindre le même niveau de développement que moi, alors que les réalités en sont différentes. Donc oui, l'Union européenne est dans sa posture normale des relations internationales. Il appartient maintenant aux États africains, dans le cadre de ces différentes initiatives, d'avoir un recul d'analyse et de choisir ce qui potentiellement peut les intéresser. Donc le droit est un instrument malléable. On sortons un peu de ce caractère très impératif, général, s'appliquant à tout le monde, etc., en matière de théorie de droit général, mais le droit est un instrument qui est également malléable. En tout cas, quand on sort de la sphère du droit interne et qu'on se retrouve dans les relations internationales, vous avez toute une autre réalité, parce que vous êtes obligé de composer avec ce qu'on appelle des souverainetés, hein, dans lequel il n'y a pas de législateur ni de glaive pour sanctionner quelqu'un. Voilà. Et donc cela me permet également donc, de voir la seconde question. Donc de quel droit s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un droit imposé? Est-ce qu'il n'est pas finalement temps de penser à un droit africain? C'était la question de M. Irénée Mougabaye. Il y a d'ailleurs un Master 2 spécialisé en droit africain ici, à l'OCI, pour information, qui est dirigé par le professeur Jean Matrange. Donc, n'est-il pas temps de penser à un droit africain? Oui, il est temps de penser à un droit africain. Alors, je dirais plutôt également qu'il est temps de penser à un droit des Afriques, peut-être aussi, parce que généralement, quand on parle de l'Afrique, on a tendance à penser que l'Afrique est un pays qui aurait donc une délimitation superficielle avec des habitants qui appartiendraient à
avec la même culture, etc. Non, l'Afrique n'est pas un pays, l'Afrique est un continent, tout comme l'Amérique, tout comme l'Asie, etc. Et ce continent-là dispose également de plusieurs types de réalités. Je dirais tout à l'heure, et je donnais un exemple banal en disant qu'est-ce que N'Djamena va faire avec Antananarive dans le cadre du commerce, par exemple. Antananarive, qui, capitale de Madagascar, se trouve également en Afrique, mais qui se situe par exemple au niveau des îles, etc. Donc vous aviez différents types d'États en Afrique, et pour le coup, il va falloir essayer de penser et de trouver un consensus entre ces différents types d'États, sachant que ces différents types d'États ont des histoires différentes. Hein, il y a des dénominations, effectivement, je le dis simplement à titre indicatif, il y a des dénominations en termes d'Afrique francophone, par exemple, vous avez quasiment 15 États à peu près, on les classifie comme ça parce que du coup c'est hérité de la colonisation française, avec des systèmes de pensée assez similaires, entre autres, et puis vous aviez des États qui sont plutôt issus des dominions anglais, hein, donc qui ont d'autres manières de penser. Et ça se reflète même dans le cadre des organisations d'intégration régionale, comme la CEDEAO. Hein. Dans la CEDEAO, vous aviez parfois des discussions houleuses entre les partisans du Nigeria qui disent tenez, il fut droite, lui droite. Donc c'est effectivement des choses qui arrivent, et cet aspect culturel qui influence également la prise de décision au niveau du continent africain. Donc oui, on peut penser à un droit africain, mais un droit africain pluriel, pas un droit africain au singulier, parce que pour le coup, on ne trouvera pas une norme qui s'appliquerait à tous les États africains. Rappelez-vous de la formule latine traditionnelle qu'on a l'habitude d'utiliser en première année de droit, ubis societatis, ubis civilis, et donc chaque État africain, effectivement, dispose de son droit, et il va être difficile de concilier ce droit avec les autres États africains qui n'ont pas les mêmes points de vue. Donc on peut penser à un droit africain au sens du développement, et ça va être très intéressant, au sens économique du terme, en se disant, il y a d'ailleurs des projets, par exemple le projet de l'Union africaine par rapport au code des investissements africains, etc. Ça fait partie des différents types de droits. Il n'y a pas un seul droit, différents types de droits possibles qui peuvent effectivement être imaginés, pensés et être appliqués au sein du continent. J'espère avoir répondu à cette seconde question. Et la troisième et la dernière, dans le cadre de ce deuxième round, c'est la question finalement de la fragilité, de la nécessité qui avait été donc soulignée. Quelle perspective pour le partenariat Europe-Afrique? Alors la perspective est quand même très mitigée. C'est pas moi qui le dis, c'est des bilans et des constats qui ont été faits par certains ministres des Affaires étrangères. Par exemple, dans le cas de la France, uniquement en 2020, qu'il avait d'ailleurs très clairement dit sur RMC, je crois, la France est en train de perdre le pas sur l'Afrique, entre autres. Et également d'autres dirigeants au sein de l'Union européenne, notamment au niveau de la Commission, qui se rendent compte que oui, la Chine est en train de gagner des parts de marché. Elle propose un partenariat qui est plus ou moins également, je ne sais pas si c'est un partenariat qui arrange véritablement les États africains dans tout le sens du terme. Le risque, justement, c'est d'aller sur le sentiment de la culpabilité, en se disant, les gens de l'Union européenne, beaucoup nous ont colonisés, et donc non, on ne veut plus commercer avec eux, on va vers la Chine. Ça, c'est un risque qui est terrible, c'est de partir sur le sentiment de la culpabilité, en se disant, c'est bon, on a terminé avec vous, on va vers la Chine, alors qu'on sait également que la Chine, entre autres, n'est pas là pour faire de la charité et n'est pas un enfant de cœur. Donc oui, on peut commercer avec la Chine, mais sur la base des règles établies qui sont claires, qui sont prévisibles, qui permettent à tout le monde d'avoir un certain nombre d'intérêts communs, etc. Et pour l'instant, je ne sais pas trop, le partenariat Chine-Afrique est très récent, donc je ne sais pas trop quel est le bilan qui en est fait. Je sais que sur le plan du bilan avec l'Union européenne, c'est assez mitigé. Il y a des choses à améliorer, bien sûr, mais plus ou moins, on connaît quand même mieux l'Europe, je dirais, en tout cas pour pas mal d'États africains, on connaît mieux l'Europe. Et évidemment, l'idéal, c'est de redéfinir les règles du jeu, etc. Et pour le partenariat de Cotonou que j'avais évoqué, par exemple, là, il y a eu 2021, en avril 2021, les accords de Samoa.
certes, c'est des accords qui ne sont pas encore entrés en vigueur, mais c'est des accords qui sont venus au terme de l'accord de Cotonou pour essayer effectivement de redonner un nouveau souffle. Bien sûr, l'aspect asymétrique dans lequel les États africains n'avaient aucune obligation à l'égard de leurs partenaires n'y est plus, ça n'existe plus depuis Cotonou. Et donc il va falloir profiter peut-être des fonds européens d'investissement et de développement en essayant d'apporter des projets concrets. Certains responsables haut placés ont d'ailleurs décrié le fait que la caractéristique, le caractère des projets africains que l'on présente à des banques parfois est défaillant. Voyez, donc tout ça, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en considération. Et donc les perspectives par rapport à la coopération Europe-Afrique, oui, il y a des perspectives qui peuvent être intéressantes si éventuellement ceux qui décident vont dans ce sens-là. Se jeter dans les bras de la Chine, est-ce que ce serait consolable? Ça aussi, il faudrait également le prendre avec beaucoup de réserve. Voilà, j'espère au moins avoir répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées. Et on passera peut-être, je l'ignore à combien de terminons, c'est M. Mali qui me dira. Bonsoir tout le monde, excusez-moi de le faire, donc là je viens d'arriver. Donc le thème était intéressant en soi, et je voulais savoir, vous parlez en fait de la coopération, quoi, en quelque sorte économique entre l'Union européenne et l'Afrique, quoi. Donc je me demande, quoi, quelle est la crédibilité en fait de l'Union européenne face à ses partenaires africains. Et là, si vous avez d'un côté la Chine, qui est en tout cas bon, la première industrie mondiale, dont l'Union européenne même dépend une partie de la Chine. Donc le choix est clair pour moi, puisque si on sait très bien que même l'Union dépend d'une partie de sa production de la Chine, donc pourquoi pas l'Afrique? Prochaine question. Le mois dernier, j'ai eu l'honneur de rencontrer son excellence Mamadou Sissoko, qui est le président de Guinée-Bissau et en même temps qui assure en fait la présidence de la CEDEAO. Il disait en fait, dans le cadre du forum sur la paix qui était tenu à Paris, il disait en fait que les gens pensent que les présidents africains se déplacent ici en Ukraine pour en fait trouver des solutions complètes. Mais non, en fait, même si on est pauvre, on est libre. C'est ce qu'il avait dit. Et ça m'a beaucoup marqué en fait. Le fait, même si on est pauvre, on est libre. Ça fait plus de 60 ans que nos États ont en fait acquis, soi-disant en fait, l'indépendance. Mais il y a toujours en fait cette question de dépendance en fait de ces puissances extérieures, que ce soit la France, la Chine, les États-Unis, la Russie. Et aujourd'hui, en fait, la guerre ukraino-russe a montré en fait clairement que en fait, nos États, même s'ils produisent énormément de richesses, on dépend en fait toujours de ces États. Alors en fait, la question est de savoir quels sont les mécanismes qui pourront être mis en place par nos États, des mécanismes propres à ces États africains, permettant en fait de faire des échanges intra-africaines et de sauver en quelque sorte les économies de leur pays. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour la parole apportée. Je vais également présenter les excuses pour le retard. Je suis étudiant, je n'ai pas comme chose ici. Donc, je n'ai pas vraiment suivi votre exposé et je vais peut-être poser une question de curiosité. Parlons de la mission sur du volet sécuritaire, la mission de l'Est African Community. Il s'avère que, en fait, c'est une réalité, en avril 2022, le Congo, la République démocratique du Congo, a intégré cette communauté. C'est vraiment un géant parmi les pays de l'Afrique du Grand Lac. Et son rapport était vraiment de grande taille. Mais quelques mois après, il y a eu l'invasion des rebelles du M23 qui se sont accaparés la partie, je vais dire, de certaines localités
Unis, mais également après les enquêtes des forces armées congolais, il y a des fortes preuves qui aujourd'hui peuvent démontrer réellement que la rébellion est soutenue par le Rwanda, qui est un autre partenaire de l'Est African Community, donc l'EAC. Ça veut dire que dans la même communauté, il y a, n'est-ce pas, un État qui attaque un autre. Cependant, lors des derniers échanges des chefs d'État de l'Est African Community, il y a une résolution sur le plan sécuritaire qui, n'est-ce pas, allait dans le sens de pouvoir constituer une brigade. Une brigade qui sera constituée par les forces armées des mêmes États de l'Est African Community afin d'aller renforcer l'armée congolaise sur les champs de bataille. Dans ces deuxième volets, et disons, les États de l'Est African Community s'assemblent pour aller combattre un autre État de la même communauté de l'Est African Community. Alors, également, après plusieurs investissements, après plusieurs rapports des organisations de la société civile de la sous-région, il s'avère que certains États européens, en parenthèse la France, seraient derrière, n'est-ce pas, le Rwanda, pour attaquer la République démocratique du Congo dans ce sens-là. Les partenaires européens, dans le partenariat, ou sont dans la coopération européenne, serait envisagé comme une fissure dans ce sens-là. Serait envisagé comme peut-être être envisagé, peut-être être comprise comme une fissure. Parce que on est face à une tendance qui tend à dire que, qui tend à justifier que c'est peut-être la France qui serait derrière cette mesure pour expliquer le dire ainsi en parenthèse. Mais également, la seconde question serait de savoir si cette action peut-elle être justifiée sur le plan du droit. Donc, d'accord. Que ces États puissent s'unir pour aller combattre ou soit pour. Alors bon, je vais commencer sur le plan du droit, hein, c'est ce que j'ai. Donc, sur le plan du droit, alors je vais donc simplement donner le cadre général. Hein. Évidemment, la Charte des Nations Unies, à laquelle l'ensemble des États, les 200 États, si mes souvenirs sont bons, sont partis, 295 à peu près, sont partis interdits formellement le recours à la force armée contre un autre État. Ça fait partie des principes et des objectifs de la Charte. Il n'y a que deux possibilités en réalité qui sont offertes par la Charte pour pouvoir intervenir militairement. C'est lorsque l'on est attaqué et qu'on est en position de légitime défense, et ou encore dans le cadre d'une coalition qui est menée sous l'égide du chapitre 8 de la Charte. Et là encore, il faut une autorisation expresse du Conseil de sécurité des Nations Unies pour pouvoir intervenir. Donc sur le plan du droit, non. C'est-à-dire que je réponds de manière assez claire à votre question. Sur le plan du droit, non. Il n'y a pas d'intervention à faire en particulier dans le territoire de notre État, puisqu'il est indépendant, il est souverain et qu'il dispose de ce qu'on appelle du principe de l'intangibilité de ses frontières et de l'intégrité territoriale. Maintenant, je sais que j'ai écouté pas mal sur les ondes de la radio, etc., la fameuse opposition perpétuelle qui n'en finit plus entre le Rwanda et la RDC. Je vous avoue qu'honnêtement, je ne connais pas très bien les bouts de cette affaire. Et en même temps, je ne vois pas beaucoup de preuves qui, pour l'instant, inculpent le Rwanda, si ce n'est quelques décisions, évidemment, alors il y a eu quand même quelques affaires qui ont été portées également à la CIJ, l'activité militaire et armée sur le territoire du Congo. Ça concernait également l'Ouganda aussi, qui était l'un des voisins. Mais si vous voulez, ce qui a été difficile, c'était de démontrer justement la preuve que c'était l'État rwandais qui contrôlait effectivement l'ensemble des milices armées dans l'est du Congo. Et ça, c'est quand même une question qui vous dissociez de l'intégration, justement, puisque vous avez commencé par cette fameuse intégration de la RDC au niveau de la East African Community. C'est une question qu'il faut, à mon avis, dissocier les deux. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de preuves en particulier
pouvoir vous répondre de manière assez effective. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que bon, l'intégration du Congo à la East African Community semblerait-il, selon le ministère de l'économie congolais, que cela va aider à redynamiser l'économie, etc. Et vous savez effectivement que la East African Community est une communauté qui fonctionne relativement bien par rapport, comparativement aux autres communautés économiques régionales. Et donc, en réalité, il ne doit pas y avoir une seconde bataille qui va être menée par le Congo et le Rwanda sur le plan économique, à moins que, bon, il y a eu quand même beaucoup de stipulations sur lesquelles, effectivement, le Rwanda serait intervenu à l'Est pour des questions de diamants, etc. Mais pour ma part, je n'ai pas d'avis, en tout cas particulier à donner. Je ne fais que vous livrer dans des infos assez globales que j'ai pu entendre d'ici de là. Mais nous pourrions, si vous le voulez, en discuter peut-être en aparté, puisque ça n'a pas beaucoup de rapport pour ma part avec l'intervention qui est actuellement en cours. Deuxièmement, donc je vais revenir maintenant sur la question par rapport au fait que l'Union européenne également dépend de la Chine sur un certain nombre sur un certain nombre, je ne sais pas si c'est sur un certain nombre de produits ou je me suis un peu perdu par rapport à la... Oui, d'abord la crédibilité. Ah d'accord, c'était sur la question de la crédibilité. Ouais. Alors, je le disais tout à l'heure, peut-être que vous étiez arrivé ou vous étiez absent, je le disais tout à l'heure justement que ce soit l'Union européenne ou que ce soit la Chine, je pense que les États africains n'ont pas intérêt à partir en partenariat sur la base de la culpabilité ou sur la base de je ne sais quelle autre considération. Il faut véritablement être réaliste dans les relations internationales et être guidé par des intérêts clairs, cohérents et complets. Alors si la Chine propose des alternatives qui seraient intéressantes pour des États africains, pourquoi pas, et dans ce cas-là, il va falloir redéfinir un certain nombre de conditions par rapport aux contrats qui vont être rompus. Je sais que la Chine est en Afrique sur plusieurs projets miniers, etc. D'après les infos que j'ai pu suivre, ce n'est pas nécessairement l'ensemble des contrats qui ont été signés qui sont avantageux, notamment par exemple quand on prend le cas du Congo, etc. Et donc renégocier peut-être certains partenariats avec la Chine, les remettre sur pied, mais cette même logique peut également s'appliquer à l'Union européenne sans y entrer avec la perception de dire que bon, c'est l'Union européenne, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je me répète, c'est les anciens colons, etc., etc. Il faut y aller avec une logique économique claire et précise. Alors, le partenariat entre l'Union européenne et les États africains est un partenariat de longue durée, vous l'avez compris, dès la sortie des indépendances, il y a eu ce partenariat-là. Les bilans ont été faits, j'en ai retracé quelques exemples, en disant que oui, ça a été des bilans qui ont été mitigés, et la responsabilité incombait donc aux deux partenaires. Mais il va falloir refonder justement ce partenariat en partant sur des nouvelles bases où on va inclure par exemple des acteurs politiques dans la gestion des acteurs de la société civile, pardon, plutôt, des acteurs politiques qui sont des financeurs déjà, des acteurs de la société civile par exemple dans la gestion de ces partenariats, s'intéresser aussi, pourquoi pas, à des acteurs qui font le cœur de l'économie, les entrepreneurs, etc., qui peuvent, par exemple, directement, par la présentation d'un certain nombre de projets, bénéficier d'un financement qui passe souvent par l'intermédiaire, effectivement, des États. Mais ça, c'est des nouveaux accès des acteurs qu'on peut, par exemple, inclure dans le partenariat pour essayer de dynamiser cela. À part ces différents types d'approches, sur la question de la crédibilité, je ne sais pas trop quoi dire en réalité sur la question de la crédibilité, parce que pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une logique économique qui guide ce partenariat. Avant, c'était des aides au développement, donc l'Afrique et les États caribéens n'avaient rien à offrir en particulier en échange, et devaient bénéficier des aides, des financements de l'Union européenne pour pouvoir se développer. Maintenant aussi, il faut également se poser sur le point de vue africain pour se dire, mais est-ce que l'ensemble, je n'ai pas encore pour ma part lu des rapports sur les bilans qui ont été faits au niveau africain, c'est-à-dire de ces différents types de financement. On a l'impression que c'est assez occulte et que ça arrive quelque part sur
gestion des comptes dont on ne sait pas. Donc il faut également, au niveau africain, arriver à appliquer le principe de la comptabilité sur la gestion transparente des différents fonds d'investissement, que ce soit les fonds européens ou autres, pour arriver à avoir une traçabilité, savoir quel fonds a été dirigé vers quel projet, etc., et être assez pragmatique sur la question. Donc la question de la crédibilité, à mon sens, elle ne se pose qu'au moment où finalement vous exécuté votre contrat de bonne foi et que l'autre est de mauvaise foi. Alors que dans le cadre des partenariats UE-Europe, on s'est quand même rendu compte, quand même au fil des années, que le partenaire européen, entre autres, à part les quelques tutuments sur les financements, notamment sur les mécanismes sismiques dont j'avais parlé tout à l'heure, il y a eu, par exemple, au moment où les matières premières, le cacao, étaient en chute libre, l'Union européenne n'a pas pu décaisser les fonds prévus par le contrat, etc. Ça, c'est des autres types de non-obligations contractuelles qu'on peut souligner, mais il y a quand même eu, dans une certaine mesure, des financements qui ont été faits. Maintenant, quitte aux États africains de savoir si elles ont pu bénéficier et qu'elles se sont développées. Je peux vous donner l'exemple également en Asie. Il y a eu des États asiatiques qui se sont développés sur la base de l'aide au développement. Donc, si vous allez aujourd'hui dans des cités comme Singapour, etc., vous n'y retrouvez pas, mais c'est effectivement des territoires qui ont pu se développer à travers des aides au développement. Donc l'aide au développement en lui-même n'est pas nouveau, n'est pas nouvelle. L'Afrique en reçoit, l'Asie en a reçu dans les années 50 jusqu'à la fin des années 90, mais tout dépend effectivement de la manière dont les choses ont été utilisées, je dirais. Voilà. Et pour revenir, donc pour finir à cette, je pense, je ne sais pas si on va continuer ou ce sera à la fin, mais vous me direz, M. Manier. Donc pour arriver donc à la deuxième question, oui, cette fameuse citation, même si on est pauvre, on est libre, de M. Umaro Sissoko Embalo. Et donc, vous avez posé cette question dans l'idée de savoir s'il y avait des mécanismes qui permettraient aux États africains d'arriver à sauver leur économie. Alors oui, il y a plusieurs moyens de sauver l'économie. Je ne vous donnerai pas les passes du FMI, parce que ça fait déjà beaucoup trop tôt. Chaque année, on en reçoit les plans d'ajustement structurel pour vous aider à redresser vos économies, etc. Donc je ne vous donnerai pas les passes, mais on pourra effectivement réfléchir ensemble sur d'autres alternatives. Alors sur le plan déjà politique, il faut qu'il y ait une gestion transparente de la chose publique. Et malheureusement, je pense une discussion que j'ai eue avec mon cher ami doctorant qui est ici également, les ministères de l'économie portent mal leur nom. Hein, c'est ce qu'on a dit au café. Et les ministères de l'économie portent mal leur nom parce qu'ils incluent économie et finances, alors que c'est deux questions distinctes. L'économie s'occupe de la production de la richesse et les finances s'occupent plutôt de la gestion de l'argent de manière concrète. Mais dans nos États, on se rend compte que les ministères de l'économie ne s'occupent même pas de la production de la richesse, ça ne les intéresse pas. Chaque année, donc, on fait voter la loi budgétaire qui passe par le Parlement, et une fois que cette loi est votée, le ministère de l'économie se met à exécuter comme effort financier l'ensemble de la poche budgétaire qui lui a été allouée. Et donc la réflexion justement sur le volet création de la richesse, le volet économique, quoi, est assez absent. Et c'est d'ailleurs l'un des débats qu'on a eu avec mon cher ami. Donc il faut déjà que justement il y ait une réflexion dans ce sens-là, de transparence dans la gestion, redéfinition également des pôles ministériels, hein, ça peut aussi aider à justement prendre des bonnes décisions, et aussi sur le plan des infrastructures, hein, arriver à construire des infrastructures pour permettre à ce que le commerce allant des devises économiques les plus intéressants que les États ont toujours eu à utiliser, à côté de l'industrialisation, bien sûr. Il y a le commerce qui est un levier important, donc il faut des infrastructures. Et les initiatives économiques sont les terrains d'expression par excellence de ces types de production, mais elles sont défaillantes pour la bonne et simple raison que des États continuent à contester un certain nombre de règles qui leur sont déjà imposées. Au niveau des TEC, il y a des communautés économiques régionales aujourd'hui où quand tu y vas, il y a encore la difficulté à circuler librement en tant que citoyen ayant le passeport communautaire, etc. Donc ça, c'est des difficultés auxquelles il va falloir
j'espère avoir un peu fait le tour des différentes questions. Et à moi, on va prendre peut-être une dernière question. Peut-être. Pierre, vous me dites. Oui, une dernière question, c'est quoi? Voilà. Ou alors, si vous êtes amis avec le gouvernement, peut-être que vous pourriez parler en aparté. Merci, c'est gentil. Et déjà, merci Benjamin pour ce bien exposé. Et moi, je vous disais tantôt dans votre présentation que les initiatives économiques européennes sont difficilement imitables dans les contextes africains. Moi, je dirais tout simplement, pas difficilement, mais pratiquement impossible. On ne peut pas s'aller ensuite imiter les initiatives européennes parce que les contextes africains avec le contexte européen, en fait, c'est des contextes totalement différents. Et cela s'illustre avec les constats, voire même les paradoxes auxquels on assiste aujourd'hui, qui est le suivant. On assiste aujourd'hui à un volume de financement, c'est-à-dire en fait qui ne fait qu'augmenter, et en parallèle, c'est-à-dire la pauvreté sensuelle en Afrique. Et on a vu dans les cadres de différents projets et de programmes de développement, et on assiste à tout ce qui est projet clé en main. Et tout passe avec en fait des contextes que vous avez soulignés. Ça part de la convention de Yaoundé. Vous avez évoqué aussi les accords de Lomé, ainsi de suite. Et j'ai rejoint un peu les grands frères tantôt disaient de quel droit vous parlez. C'est une question, je trouve, très pertinente. Du coup, la question que moi je me pose toujours face à ce genre de débat, comment penser des droits africains dans un cadre où les pays africains ont eu à signer de différents accords dans un contexte où ils étaient en position de faiblesse, je fais référence ici au contexte colonial. Comment penser en tant que juriste, parce que les droits c'est un peu compliqué, moi je suis économiste de formation, je pose cette question parce que si vous avez des éléments d'éclaircissement, merci. Ok, donc c'est la dernière question. Hein, navré pour des gens qui peut-être veulent bien prendre la parole par la suite, toute chose à une fin, donc je suis navré par rapport à ça. Alors oui, comment penser les droits africains hein, dans des contextes où finalement les États-Unis. Alors sur le plan de la pensée théorique, en réalité, il y a déjà des droits africains. Alors c'est vrai que c'est des droits qui sont, on va dire, contestés et pensés de manière assez différente. L'un des ténants qui a écrit d'ailleurs une thèse en 1970, c'était le professeur Jean-Marie Bipouloum. J'espère bien prononcer son nom, j'ai des appellations dans la tête, mais il m'est toujours difficile de prononcer son nom. Il a écrit une thèse en 1970 qui s'intitulait Le droit international africain. Alors, à l'époque, évidemment, vous imaginez bien un droit international africain dans les années 70. Mais il est parti justement du constat qu'il a fait de certains mécanismes juridiques qu'il pouvait constater au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, fondée en 1963. Donc toute sa thèse était un peu basée sur l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, sa structure institutionnelle, les normes d'ailleurs qui sont reprises du droit international général, mais pensées de manière assez africaine. Donc oui, sur le plan théorique, on peut dire qu'en réalité, il y a déjà des bribes de droits africains qui existent, rien que lorsque nous prenons donc la composition des initiatives d'intégration régionale, on retrouve véritablement une abondance de normes juridiques par l'aspect et la situation géographique. On peut donc dire que ces normes juridiques sont des normes juridiques proprement africaines. Maintenant, sont-elles utiles jusqu'à aujourd'hui? Là, c'est une autre question à laquelle on a essayé également de répondre dans la mesure où oui, ces différentes initiatives n'ont pas nécessairement été pensées par les Africains. Vous l'avez souligné, le contexte dans lequel ils étaient à la fin des années 60 faisait que oui, il fallait s'unir, il fallait se réunir, certains qui étaient partisans d'une Afrique unie à 54 États, d'autres qui étaient partisans d'une Afrique plutôt, pas divisée, mais gérée de manière assez indépendante. Et finalement, c'est le deuxième penchant qui va remporter. Et on va le constater d'ailleurs lorsqu'on lit l'ensemble du traité de l'Union africaine, on se rend compte effectivement que la reprise des principes comme la souveraineté, l'intangibilité des frontières fait déjà comprendre effectivement que, je vais être un peu plus familier, les gars n'étaient pas d'accord.
Donc, il y a donc cette reprise sur le plan institutionnel par rapport à l'Union africaine qui existe, et peut-être un autre effort qu'il va falloir faire, justement, c'est d'arriver peut-être à prendre plus en considération maintenant les réalités africaines dans l'application du droit que l'on se fait. Et il y a des réflexions qui se font de mon côté personnellement. J'espère pouvoir d'ailleurs écrire un article bientôt sur la question, mais je ne dirai pas le thème et le titre pour des raisons simplement académiques pour l'instant. Mais il y a effectivement des réflexions qui se font sur les principes que l'on peut inclure également, par exemple, dans le cadre du fonctionnement de la zone de libre-échange. On n'est pas obligé de reprendre expressis verbis, c'est-à-dire mot à mot, tout ce qui a été écrit dans le cadre du traité de l'OMC. Quand vous prenez la zone de libre-échange, vous avez un mini-GATT à l'OMC, entre autres, dans la mesure où l'ensemble des principes qui fondent justement cet accord vont dans ce sens-là. Donc on n'est pas obligé d'avoir ce mini-GATT-là, on peut, dans une certaine mesure, penser à, je ne sais pas moi, au fameux bon vieux solidarité africaine, pourquoi pas, et l'inclure comme élément intéressant également dans certains principes, dans le cadre du commerce, qu'il va y avoir entre l'État et l'État, voilà. Donc, c'est le droit africain, les droits africains, on va dire comme ça, sont là, elles existent, une pluralité de droits. Il n'y a pas un seul droit, comme je l'ai dit. Donc il y a une pluralité de droits africains. Leur utilité est toujours en cours de discussion. Elle est contestable dans une certaine mesure. Tout dépend du domaine dans lequel l'on pourrait donc se situer. Voilà, j'espère avoir un peu répondu à la question. Et merci en tout cas pour cette auguste assemblée. Ce n'est pas évident de se prêter à l'exercice d'écoute attentive, mais vous l'avez fait et donc bravo à vous-même. Merci. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette conférence passionnante et merci à vous pour votre écoute et vos questions si pertinentes. La conférence a été filmée, donc elle sera diffusée sur la chaîne YouTube de l'Université dans la playlist Bibliothèque Jean-Claude Colliard. Merci encore. Au revoir.